Vous l'attendiez avec impatience? Le voilà, l'épisode 3. Dans ce troisième épisode, on va aborder la question de la loi sur l'eau, de l'autorisation environnementale et d'autres procédures comme l'archéologie préventive qu'on verra en fin d'épisode. Ici sur le côté, j'ai indiqué les codes temporels de chacune de ces parties pour y aller directement si un sujet vous intéresse plus particulièrement. C'est parti! Donc Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement la notion d'autorisation environnementale? On en a déjà parlé, mais tout se ressemble un petit peu, quoi. Tout parle d'environnement et on ne s'y retrouve plus. Alors oui, Laurent, on peut retrouver ce terme d'autorisation environnementale dans deux cas de figure. Il peut désigner dans la loi ce qu'on appelle l'autorisation environnementale unique, dont nous allons parler juste après. En sachant, la précision unique n'apparaît pas toujours dans les textes réglementaires. Mais cela peut aussi tout simplement être un terme plus générique, qui s'applique à de multiples procédures environnementales qui nécessitent une autorisation des services instructeurs de l'État par un arrêté, afin que le projet puisse être réalisé. Et donc tu peux nous donner quelques exemples de sujets qui peuvent nécessiter une autorisation? Oui, tout à fait, Laurent. On peut citer plusieurs exemples. Il y a ce qu'on appelle l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. C'est la plus courante dans les projets métropolitains. Il y a également l'autorisation de défrichement, l'autorisation au titre des espèces protégées et habitats, et également l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou sites classés. Bien, donc on va enchaîner avec la loi sur l'eau. Merci. Bien, donc pour illustrer ces principes, on va prendre le cas de la procédure loi sur l'eau. On va se tourner vers Damien, qui va nous éclairer sur le sujet. Donc Damien, quels sont les projets concernés par un dossier loi sur l'eau? Alors c'est très simple en fait, dès lors qu'un projet risque d'avoir un impact sur les eaux superficielles, souterraines, les cours d'eau domaniaux ou non, les eaux maritimes littorales, les milieux humides, etc., dans ce cas-là, on devra élaborer un dossier loi sur l'eau. Et chose très importante, il n'y a pas de notion de montant d'opération. C'est un dossier loi sur l'eau, c'est quel que soit le montant d'opération. Comme souvent dans toute réglementation, la donnée d'entrée, ça va commencer par un tableau. Et dans le cadre d'un dossier loi sur l'eau, ce tableau, ça va s'appeler la nomenclature de la loi sur l'eau. Et cette nomenclature, elle va déterminer les différents cas de figure et du coup, les différents seuils dont on verra plus tard qui seront stratégiques. C'est mon tour maintenant de te poser une petite question. Si je te dis IOTA et ICPE, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Oh, alors là, ça c'est des beaux acronymes bien techno, ça. Ah oui. Alors tout à fait. En fait, IOTA, ça signifie simplement installation et ouvrage, travaux et activités. Alors pourquoi on parle de ça? Tout simplement parce que dans un dossier loi sur l'eau, avec le milieu aquatique, on sera amené à parler donc de ce terme. Le deuxième terme, ICPE, ça veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. Bon, je comprends, hein, que c'est des termes qui sont un petit peu durs à placer au moment de l'apéro, mais on en entendra certainement parler dans les différents dossiers, notamment dans le dossier loi sur l'eau. Alors, pratiquement, comment fonctionne cette nomenclature? Alors, une nomenclature loi sur l'eau, elle va être basée sur des rubriques et elle va indiquer donc des seuils que tout porteur de projet devra prendre en compte. Et on peut prendre un exemple? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, si on prend la rubrique la 25150, donc en fait, chaque rubrique va être codifiée par des numéros, par 4 chiffres. Donc, par exemple, si je prends la rubrique 2150, c'est de la rubrique qui concerne le rejet des eaux pluviales dans le sol, le sous-sol, etc. Pour nous, par exemple, pour nos projets routiers, ça va viser, par exemple, les nous, hein. Et du coup, cette nomenclature, elle va nous indiquer plusieurs seuils. Par exemple, si la superficie du bassin va être comprise entre 1 et 20 hectares, ou alors si la superficie du bassin intercepté par le projet sera supérieure à 20 hectares. Donc, on va avoir des petits seuils. Et donc en face de ces seuils-là, sur le tableau qui est à l'écran, on voit un A et un D. Ça signifie Tout à quoi? fait, bien vu. Alors, le D, ça veut dire tout simplement un dossier de déclaration. Et le A correspond, la lettre A correspond à autorisation. Et en fait, c'est très important de savoir si on est en autorisation ou en déclaration, parce que ça va déterminer le niveau de procédure. Et du coup,
la suite, bien sûr, des événements. Sachant que l'autorisation est bien beaucoup plus contraignante qu'une déclaration. Tout simplement parce que dans le cadre d'un dossier d'autorisation, on sait qu'on devra élaborer en plus une enquête publique. Et donc il faut faire le tour de toutes les rubriques de cette nomenclature. Oui, tout à fait. En gros, pour nous, pour nos projets routiers, on considère qu'on est à peu près concerné par une dizaine, une quinzaine de rubriques grand maximum. Mais généralement, ce sont toutes les mêmes. On va parler de la rubrique 2150 que j'ai citée précédemment, la 210, etc., etc. Globalement, sur nos projets routiers, nous, au niveau de la MEL, on va être concerné par une dizaine, maximum une quinzaine de rubriques. Mais il est important quand même que le porteur de projet, le chef de projet, doit balayer l'ensemble de la rubrique, l'ensemble de la nomenclature, pour voir précisément quelles sont les rubriques concernées par son projet. Et donc qu'est-ce qui se passe si sur certaines rubriques on est en déclaration et certaines rubriques on est en autorisation? Ah, alors là c'est le bingo, c'est le jackpot, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a une des rubriques qui va être en autorisation, dans ce cas-là, c'est l'ensemble du dossier qui va passer en autorisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va balayer l'ensemble des rubriques. Si une seule des rubriques est en autorisation, l'ensemble du dossier va aussi passer en autorisation. Et pourquoi bingo? C'est vraiment... Alors, tout à l'heure, je disais bingo, c'est tout simplement parce qu'en fait, un dossier de déclaration, c'est beaucoup plus simple. Donc, en gros, c'est un état des lieux, finalement, une cartographie du projet. Par contre, et en plus, c'est beaucoup plus rapide. En général, on considère un délai de réponse de 2 mois, bien sûr, à condition que le dossier soit complet. Par contre, pour un dossier d'autorisation, le délai, lui, peut varier de 6 mois à 1 an, voire beaucoup plus dans certains cas complexes. Et il ne faut pas oublier que dans le dossier d'autorisation, on a également une procédure d'enquête publique à réaliser. Ok, donc ça c'est un peu compliqué. Donc une fois qu'on a élaboré le dossier, on a monté un peu le projet techniquement, on doit faire cette demande d'autorisation quand? À quel moment? Alors, cette demande de dossier loi sur l'eau, que ce soit autorisation ou déclaration d'ailleurs, on va la faire surtout quand le projet va être suffisamment abouti. Et bien sûr, sur tous les sujets qui vont concerner le dossier loi sur l'eau. Donc, au minimum, on va le faire au stade de l'avant-projet. Par contre, pour des projets qui seront beaucoup plus complexes, dans ces cas-là, il sera préférable d'attendre que le dossier projet soit finalisé. Tout simplement parce que dans le dossier, on va devoir s'engager sur des types, des dimensions d'ouvrage et également sur des mesures compensatoires précises. Donc, vous pouvez dans ces cas-là attendre qu'un dossier projet soit ficelé. Oui, parce que dans tous les cas, il faut attendre, comme toujours, l'avis de l'État avant d'entamer les travaux. Ah oui, complètement. Ça, on ne peut pas y échapper. Oui, tout à fait. Donc, la demande, bien sûr, doit être faite avant la mise en service de l'ouvrage. Et de toute manière, la réalisation des travaux, elle ne pourra débuter qu'après. Attention, donc dans le cadre d'un dossier de déclaration, on parle d'un récépissé de non-opposition. Par contre, dans le cadre d'un dossier d'autorisation, on aura un arrêté d'autorisation. On ne pourra pas démarrer les travaux tant qu'on n'aura pas l'un ou l'autre de ces documents. Et même d'attendre ce qu'on appelle la purge de tous les délais de recours, en fait, avant de démarrer, bien sûr, les travaux. Ok. Et donc, cette procédure s'articule comment avec toutes les autres procédures dont on a déjà pu parler? Oui, tout à fait. Alors, dans les épisodes précédents, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé par exemple, des enquêtes publiques. Si notre projet, par exemple, va nécessiter une enquête publique au titre de la déclaration d'utilité publique et en parallèle, donc, une autorisation, par exemple, au titre de la loi sur l'eau. Dans ces cas-là, on peut faire ce qu'on appelle une enquête publique conjointe. Tout simplement parce que, en fait, le fait de regrouper ces deux enquêtes, ça va nous éviter des allongements de procédures et surtout, ça va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble du projet, c'est-à-dire à la fois la partie environnement par rapport à l'étude d'impact et la partie eau par rapport au dossier loi sur l'eau. Et ça, c'est très important parce qu'il faut rappeler quand même que l'un des objectifs principaux de toutes ces procédures qu'on a pu voir depuis le début, c'est surtout la bonne information du public. Donc, c'est important de mettre à disposition l'ensemble des éléments. Donc, quand on peut, on essaye de faire des enquêtes publiques conjointes. On gagne à la fois en termes de délai et on a une meilleure information du public. Et après, sur le circuit, à qui on envoie ce dossier, enfin, quel circuit? Oui, alors bien sûr, ce dossier va nécessiter une instruction.
Et donc, tout comme le dossier cas par cas qu'on a pu voir dans les épisodes précédents, je crois de mémoire c'était dans l'épisode 1, alors pour ceux et celles qui s'en souviennent, hein. D'ailleurs vous avez toujours, si vous le souhaitez, le petit quiz qu'on a pu élaborer. Donc cette demande de déclaration ou d'autorisation, elle doit être déposée également sur une plateforme, donc la plateforme Melanissimo, donc il y a un lien internet, et également par voie postale avec accusé de réception, donc le tout en 3 exemplaires, et adressé à monsieur le préfet. Donc pour le cas précis d'un dossier loi sur l'eau, donc dans le Nord, pour nous, ça sera le service de la police de l'eau, qui est donc un service assuré par la DDTM. Donc passer le premier réflexe, loi sur l'eau, qui impacte très souvent nos projets, au moins en déclaration, on va aborder un sujet un tout petit peu plus complexe, qui est l'autorisation environnementale. Donc Séverine, est-ce que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur cette procédure? Oui, tu as dit que c'était complexe. Eh bien, ça commence déjà par le nom. Cette autorisation, elle est fixée par le décret 2017-81 du 26 janvier 2017. C'est récent. Et au gré des articles, on parle indistinctement d'autorisation environnementale ou d'autorisation environnementale unique. Ah bah d'accord. Et comment ça fonctionne? En gros, depuis ce décret, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire ICPE, ou projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, les IOTA, ou alors les projets soumis à autorisation supplétive, c'est-à-dire autres projets soumis à évaluation environnementale, mais non soumis par ailleurs à un autre type d'autorisation réglementaire. Donc, ces 3 types de projets sont fusionnés au sein d'une unique autorisation environnementale. Ah, et ça change quoi donc? Alors, avant la réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales. Les dossiers étaient instruits en parallèle par des services différents, à des moments et des délais différents. C'était un peu complexe pour les pétitionnaires et les services instructeurs, et surtout source d'incompréhension et de contentieux. Ouais, donc effectivement, on voit bien l'intérêt de tout regrouper en un seul morceau, quoi. Oui, complètement. En fait, ça permet de simplifier les procédures et de réduire les délais sans diminuer pour autant le niveau de protection environnementale. Ça permet d'avoir une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un projet pour les services instructeurs comme pour le public. Et ça permet enfin de renforcer le projet en phase amont par une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrue pour le porteur de projet. Et du coup, qui est concerné alors? Alors du coup, comme ça regroupe plusieurs procédures, l'autorisation environnementale, elle peut relever de différents codes. On peut citer par exemple le code de l'environnement, qui va être majoritairement pour les autorisations au titre des ICPE ou des IOTA, comme on a vu précédemment, mais ça peut être aussi le code forestier, par exemple les autorisations de défrichement, ou alors le code de l'énergie, par exemple les autorisations d'exploiter les installations de production d'électricité, et ça peut être également le code des transports, le code de la défense et le code du patrimoine, par exemple pour les autorisations pour les établissements d'éoliennes. Et donc, qui fait cette demande d'autorisation unique? Alors, l'autorisation, elle est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. Donc, il dispose d'un interlocuteur unique qui est le service de l'État chargé de la police de l'eau, donc la DDTM pour les projets dits IOTA. Ça va être le service de l'État chargé de l'inspection des installations classées, donc c'est-à-dire la DREAL, pour tous les projets ICPE. Et enfin, ça va être le service de l'État désigné par l'autorité administrative compétente dans les autres cas. Et du coup, ça apporte quoi comme avantage de tout regrouper en un seul morceau? Alors, sur le papier, ça offre vraiment beaucoup d'avancées. Déjà, au niveau des services de l'État, ils sont dorénavant organisés en mode projet. C'est-à-dire que pour un même projet, il y a un dossier, il y a un interlocuteur et une autorisation environnementale unique. On peut donc mettre en place des échanges avec les services de l'État en amont du dépôt du dossier afin de fluidifier la procédure d'instruction. C'est ce qu'on appelle le cadrage amont. Les maîtres d'ouvrage ont dorénavant la possibilité de demander un certificat de projet. Alors ça, c'est chouette parce qu'en gros, c'est une étape qui est un peu plus formelle et elle identifie les régimes et les procédures dont relève le projet et elle fixe, en accord avec le porteur de projet, un calendrier d'instruction à titre d'engagement réciproque. Réciproque, ça veut dire que là, chaque partie s'engage sur le calendrier et les délais de réponse, donc. Exactement. Ensuite, il faut aussi savoir, et c'est important, que les délais d'instruction sont réduits.
Maintenant, on a un objectif de 9 mois d'instruction, alors qu'avant, c'était plutôt 12 à 15 mois. Ensuite, cela amène également à une stabilisation des normes. Les enjeux environnementaux sont également mieux ciblés et la participation du public, elle est plus effective, notamment grâce à une approche par projet et non plus par procédure. Et il y a aussi une articulation avec les procédures d'urbanisme qui pouvaient être complexes avant, notamment avec les permis de construire, etc. Et enfin, il y a un nouveau régime contentieux qui vise à concilier le respect du droit au recours des tiers et la sécurité juridique du projet. Effectivement, ça offre beaucoup d'avantages. Et Oui. en deux mots, quelles sont les pièces notables qu'on a dans ce dossier d'autorisation unique? Alors, on a 2 pièces notables. D'une part, il y a l'évaluation environnementale. Comme on l'a déjà vu, les dossiers de demande d'autorisation soumis à évaluation environnementale doivent comporter une étude d'impact, tandis que ceux qui n'y sont pas soumis doivent comporter une étude d'incidence environnementale. Ce dernier terme apparaît souvent dans ce domaine. Et enfin, il faut une étude de danger qui est obligatoire pour les projets qui sont soumis à autorisation ICPE. Pour les projets IOTA, franchement, ça dépend des cas. Et donc, comment ça se passe alors l'instruction? On a un dossier unique, on a un délai qui est globalement cadré, comment ça se répartit? Alors, comme je viens de le dire, la durée totale d'instruction, elle ne doit normalement pas dépasser 9 mois, avec des délais intermédiaires qui sont relativement figés. Donc, tout d'abord, on a la phase d'examen. Alors, le dépôt du dossier sous format électronique et papier lance la phase d'examen qui comprend l'instruction interservice, les consultations obligatoires des instances et des commissions concernées, l'avis de l'autorité environnementale en cas d'étude d'impact. Donc cette phase, elle dure 4 mois au niveau local ou 5 mois au niveau national. À l'issue de cette phase, soit le dossier est déclaré complet et régulier et il passe en phase d'enquête publique, soit la demande peut directement être rejetée par le préfet. Donc on a une phase d'enquête publique après. Alors la phase d'enquête publique, elle comprend l'ouverture d'une enquête publique de 30 jours minimum, avec en parallèle la consultation des collectivités locales et de leurs groupements concernés. Cette phase d'enquête publique, qui s'étend sur environ 3 mois, elle aboutit à la rédaction d'un rapport par le commissaire enquêteur avec des conclusions motivées et elle s'achève avec la mise à disposition du public de ces documents. Et donc à la fin, une phase de décision, j'imagine. Exactement. Cette phase, elle comprend la consultation facultative du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, ce qu'on appelle le CODERST, ou alors de la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages, c'est ce qu'on appelle le CDNPS. Ensuite, il y a l'élaboration du projet de décision. Et enfin, il y a la signature de l'arrêté préfectoral et la réalisation des mesures de publicité. Donc cette phase, elle dure 2 mois, voire 3 mois en cas de consultation du CODERST ou de la CDNPS. À noter que le silence de l'administration vaut rejet de la demande. D'accord. Un autre point à préciser? Alors peut-être, on vous avait dit au départ que c'était tout ça un domaine en constante évolution. Eh bien, on vous le confirme, parce que plusieurs dispositions, par exemple, ont encore été modifiées en décembre 2019. C'est pour ça qu'il faut toujours bien vérifier les textes en vigueur. Bon, donc on vient de voir qu'il y avait 2 grandes familles de procédures réglementaires d'évaluation et d'autorisation environnementale, avec chacune des spécificités. Vanessa, est-ce qu'il existe d'autres procédures qu'un porteur de projet doit au minimum connaître? Oui, il y a pas mal de procédures connexes à tout projet. Par contre, on va vous parler exclusivement là on va vous prendre l'exemple de l'archéologie préventive. Donc, comme son nom l'indique, l'archéologie est une façon de réaliser des recherches archéologiques. Il est important que la DRAC soit sollicitée dès que les emprises du projet sont connues, puisque c'est la DRAC qui va, elle, prescrire ou non un diagnostic en fonction du site. Alors, Et c'est, alors oui. la DRAC, c'est quoi la DRAC? Alors la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Merci. Et enfin, du coup, si le diagnostic révèle des vestiges archéologiques, alors seulement, alors la DRAC, du coup, elle prescrit une fouille qui peut être réalisée soit par l'INRAP, soit par tout organisme agréé. T'as une question? Oui, INRAP. Alors l'INRAP, c'est l'Institut national de recherche et d'archéologie préventive. Voilà, c'est bien. C'est bien de le dire. Et donc tout ça... Oui, vas-y. Et du coup, à l'issue du diagnostic,
ou à l'issue de la fouille, sauf s'il y a un classement des vestiges au titre des monuments historiques, mais là on n'a vraiment pas de chance, la contrainte archéologique est levée et les travaux d'aménagement peuvent enfin être réalisés. Donc si on recommence, on a un projet, on demande à la DRAC de faire un diagnostic, on attend le retour du diagnostic et après éventuellement on peut faire des fouilles, ça peut prendre un certain temps tout ça. Oui, oui, tout à fait. C'est comme tu l'as dit, d'abord il y a le diagnostic, ensuite il y a les fouilles, et tout ça, c'est au moins 1 an. Du coup, c'est pour ça qu'il faut les solliciter, qu'il faut solliciter la DRAC vraiment dès que les emprises sont reconnues. Sinon, le calendrier dérape. Ok, donc ça c'est pour l'archéo. Pour tout ce qui est acquisition foncière, comment ça se passe? Alors pour les acquisitions foncières, eh ben ça tombe bien, on a un super service foncier. Et alors il faut savoir quand même qu'on a 2 types d'acquisitions, soit les acquisitions amiables, soit l'expropriation. Alors, ce qui concerne l'expropriation, il faut savoir que c'est quand même une procédure complexe, longue, et qui nécessite une déclaration d'utilité publique. Du coup, l'expropriation, en plus, a un caractère vraiment traumatisant pour l'exproprié, où il y a vraiment intérêt à justifier l'utilité de notre projet. J'ai entendu aussi parler de remembrement. C'est de remembrement, d'aménagement foncier. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le remembrement ou l'aménagement foncier, bah, ce qui est bien, c'est que c'est pareil. C'est 2 mots pour dire la même chose. Donc, en fait, c'est quand une opération est soumise à une étude d'impact et qui est susceptible de compromettre le fonctionnement d'une exploitation agricole, bah, le maître d'ouvrage, il est tenu de remédier et d'engager une étude d'aménagement foncier selon un article du code rural. Et du coup, ça peut facilement durer un certain temps. C'est aussi une procédure qui est complexe. Ça se déroule généralement entre 3 et 5 ans. Par contre, il y a un partenaire qu'on peut solliciter qui est la Chambre d'agriculture. Et là, ça peut nous être vraiment un atout pour négocier avec les exploitants pour remembrer justement les parcelles pour l'exploitation, pour leur propre exploitation. Ok, donc là on a vu l'archéo, le foncier, etc. J'imagine qu'il y a encore plein d'autres types de procédures qui peuvent éventuellement concerner différents projets. Il y a plein d'autres procédures. On peut parler si ça touche à la loi littorale. Enfin, en fait, il y a différents, en fonction du projet sur le territoire dans lequel on est. Si on est sur un trapil, il y a une procédure propre. Si on est à côté d'un aéroport, il y a des procédures propres. Du coup, il faut quand même en amont regarder le plan local d'urbanisme qui donne beaucoup d'éléments pour savoir où notre projet se situe et et qu'est-ce qui va être modifié en fin de compte, qu'est-ce que le projet va modifier avec les servitudes d'utilité publique. Enfin, voilà, il y a quand même le plan local d'urbanisme à regarder avant toute conception de projet, de toute façon. Et voilà, on a terminé notre série de 3 épisodes sur cette sensibilisation aux procédures réglementaires. Si vous êtes encore là, on a peut-être une chance qu'on ait atteint notre but de vous initier à ces procédures un peu complexes. Je voudrais remercier tous les intervenants, Séverine, Vanessa, Delphine et Damien, pour un exercice qui est pas forcément simple, en plus dans des conditions techniques un petit peu limites. Donc on n'a pas tout abordé comme c'était prévu. Le sujet est tellement vaste et on a vu que chaque cas était quasiment un cas particulier. Donc sachez qu'on sera toujours là pour vous renseigner et vous venir en aide en cas de besoin. Merci à tous pour votre attention.